Les Sciences de la gestion, bonjour. Nous sommes dans les locaux de Gaspal Gestion avec son patron Christian Ginollac. Bonjour. Bonjour Christian. Bienvenue. Bienvenue et bienvenue dans vos locaux. C'est une première de faire cette émission dans les locaux d'une société de gestion. Nous allons regarder un peu ce qu'a fait la bourse depuis le début de l'année, traiter l'actualité, la stratégie, et puis nous finirons par des conseils précis, comme nous avons l'habitude de le faire. Alors, on peut commencer déjà par les marchés. Moins 2% en janvier, plus 2% en février, mais nous sommes le 1er mars et on fait déjà 1,5%. On est déjà à plus 1,6 ou 7, ça bouge tout le temps. Cette reprise de mars, elle suit un petit peu les événements, notamment aux États-Unis, avec le discours de Trump, les anticipations de hausse de taux aux États-Unis qui augmentent fortement, et qui sont bien vues, bizarrement. Quoi, on va y revenir. Qui sont bien vues, oui, notamment pour les conséquences, je dirais, pour la bourse de Paris. C'est certainement que la hausse des taux aux États-Unis soutient le dollar. Et un dollar fort, c'est bon pour les nos exportateurs, etc. D'ailleurs, très rapidement, en regardant un peu les palmarès, on voit du côté des hausses du cycle, ST Microelectronics, Air France, Peugeot, SPI, Sopra, Forestia, et puis des opérations financières, Zodiac. Et puis du côté des baisses, quasiment que des résultats, on va y revenir, que des résultats jugés mauvais. Bon, CGG, Technicolor, Vallourec, Lagardère, BIC. On a d'un côté plutôt salué le cycle, mais dans un marché qui résistait bien, et plutôt sanctionné les mauvaises publications. En gros, sur le CAC, les statistiques que j'ai notées, c'est qu'il y a un peu plus de la moitié des sociétés, 53% à peu près valorières, qui ont publié des résultats meilleurs qu'attendus. Il y en a à peu près 35 qui ont publié des résultats qui sont en ligne et une douzaine de pourcents qui sont en dessous. Donc on voit quand même que les bonnes, entre guillemets, dominent, mais ce n'est pas non plus un raz-de-marée. Donc la tendance générale, c'est bon. Dans les secteurs, vous avez un peu regardé Les secteurs, c'est un peu toujours la même chose. C'est-à-dire que je dirais, les taux d'intérêt jouent un rôle très important, notamment c'est un vent contraire pour tout ce qui est sociétés très endettées, comme les sociétés de services publics, comme les foncières. Et en sens inverse, la reprise de l'économie aux États-Unis et en Europe, et un peu dans le monde aussi, est bénéficiaire pour les sociétés cycliques, la construction, l'automobile, etc. Un autre secteur qui ne va pas bien, c'est le parapétrolier, mais ça, on sait pourquoi. Le pétrole est encore trop bas pour que les grandes sociétés multinationales fassent des investissements importants. Mais ça a été bien sûr. Sur les pétrolières, le maintien des dividendes ou la hausse des dividendes. Alors, les majors. Oui, les majors. Par contre, les parapétrolières, et si les majors s'en sortent, c'est parce qu'ils ont diminué leur budget d'exploration. Donc, oui, Total va mieux. Voilà. Il faut que Technip aille un peu moins Exactement, voilà. Pour le faire habiter. Exactement. Alors, est-ce que vous avez 2-3 publications de résultats qui vous ont particulièrement marqué ou qui illustrent bien ce que vous avez ressenti? Alors, j'en ai pris donc 2 bons et 1 mauvais. Ça tombe bien, parce que vous nous disiez 2 tiers, 1 tiers, un peu. Voilà, un petit peu. Un très bon, c'est Arcelor. Arcelor qui surfe sur la reprise des matières premières. Sur 2016, il faut voir que le prix du fer, du minerai de fer, a doublé. Oui. Et il a encore monté de 15% en ce début d'année. Alors, on verra dans 2 minutes. C'est pas très bon pour Vallourec, mais c'est très bon pour Arcelor. Et donc, Arcelor, en plus, est en avance sur ses plans de restructuration, etc. Sa dette est en baisse, il est revenu à un niveau tout à fait raisonnable et la société va bientôt revenir en ce qu'on appelle en catégorie d'investissement, puisque sa dette va être plus petite que 2 fois l'EBITDA. Donc, de très très beaux résultats et un cas classique, je dirais, de reprise pour une valeur très cyclique. Bas, donc on va aller très haut. Voilà, c'est difficile d'être plus cyclique que l'acier. Que l'acier, oui, c'est très difficile. Et donc, voilà. Alors, autre secteur, autre société qui a publié de bons résultats, qui a bien réagi en bourse, c'est Bouygues. Alors Bouygues, contrairement à ce qu'on pourrait penser... On était modéré dans les salles de marché, peut-être dans les sociétés de gestion. Oui, mais je crois on disait, TF1, c'est pas terrible, oui, etc. Mais alors, la surprise est venue des télécoms. Oui. La construction est à peu près flat,
Pardon. Oui, la construction est à peu près flat. Par contre, La route. seul l'immobilier marche bien et la route est flat, flat aussi. Par contre, TF1, alors là, c'est pas bon, ça tire vers le bas. Mais la perle, la pépite, c'est Bouygues Télécom. Alors c'est là qu'on voit quand même que une certaine diversification, parfois, ça a du bon. C'est très bon. Oui. Et Bouygues Télécom, qu'on croyait perdu, son chiffre d'affaires est en augmentation de 6% sur l'année dernière. Et ça représente maintenant près de 40% de la valeur du groupe. Oui, c'est ça. Vous voyez, c'est pas négligeable. Donc ça a été salué. On a aussi Ça a été salué. La guerre des prix de SFR n'a pas fait de mort. Si elle a fait un mort, c'est SFR. C'est un peu ça l'idée. Oui, exactement. Et je vais vous citer un chiffre. La marge d'EBITDA de Bouygues Télécom est montée à 23%. C'est beaucoup. C'est une très très belle marge. Alors, le dernier marquant, il est mauvais. Donc... Alors le dernier marquant, il faut faire un équilibre des choses. C'est malheureusement Vallourec qui a publié des résultats. 20% de baisse depuis le début de l'année, quand même. Voilà, des résultats qui n'étaient pas bons. Alors Vallourec souffre, comme on l'a dit, du fait que les budgets des majors pétroliers sont toujours en baisse. Oui. Et en plus, ils sont forcés, bien entendu, de fixer sur une certaine durée les prix de leurs tubes. Oui. Et les prix de leurs tubes, alors qu'eux, ils achètent du minerai de fer pour fabriquer leurs tubes. Donc ils ont un effet... Alors donc, lorsque le minerai de fer remonte, ils sont pris en ciseaux. Donc, ils ont eu le double effet, oui. Voilà, et donc leurs volumes, par exemple, ont beaucoup augmenté aux États-Unis, puisqu'ils travaillent presque à pleine capacité grâce au gaz de schiste, mais ils perdent de l'argent. Oui, donc, oui. Alors, c'est un effet qui ne va pas durer, puisqu'ils vont pouvoir re-signer des nouveaux contrats à des niveaux plus hauts. Mais, dans un premier temps, Vallourec souffre, et je crains qu'il continue à souffrir, parce que, à moins qu'il y ait un boom extraordinaire sur le prix du pétrole qui ferait que tous les majors se précipitent à faire des investissements, ce n'est pas le scénario central. Ce qui n'est pas le scénario central. Le redressement des comptes, c'est plutôt 18 que 17, alors qu'on avait anticipé plutôt 17. Donc ils vont continuer à perdre de l'argent cette année. Donc c'est un secteur qui lui-même souffre. C'est un secteur qui globalement souffre pour des raisons absolument évidentes. Parce que ses clients souffrent. Alors Trump, alors la bourse a apprécié, on dit que le cadeau fiscal est estimé aux alentours de 10% des bénéfices. Les 10%, on les avait tout de suite. Et puis depuis... on passe des records tous les jours. Alors, c'est pas spectaculaire, mais on passe quand même des records tous les jours. Et hier, il passait à une sorte de grand oral devant les parlementaires, et tout le monde a l'air très content. Alors, apparemment, il n'a pas dit grand-chose hier. Il n'a pas précisé sa pensée. Il a repris ses idées de baisse des impôts, d'une centaine de milliards, je crois, d'investissements d'infrastructures, une protection douanière sous une forme ou sous une autre. Mais tout ça sans préciser d'où viendraient les ressources, etc. Et finalement, c'est très astucieux de sa part, parce qu'il sait très bien qu'il va devoir négocier avec le Congrès, notamment avec les Républicains, qui ne sont pas tous... pour les déficits, en général, ce n'est pas leur spécialité. Ils ne sont pas totalement derrière lui, qui n'ont pas été d'ailleurs pendant la campagne, pour un grand nombre. Et donc, quelque part, il maintient le suspense. Et en fait, la bourse... elle aime bien l'attente des nouvelles. Et alors le paradoxe, c'est que pendant ce temps-là, la Réserve fédérale de plus en plus dit on va monter nos taux plus rapidement que vous pensez, et les marchés sont aussi contents que les taux d'intérêt montent. Oui, parce que quelque part, ça soutient l'idée que l'économie américaine est en croissance. Si la Fed peut se permettre d'augmenter les taux, c'est qu'elle considère que l'économie se porte bien. Déjà, l'emploi est à son niveau le meilleur. Il est difficile d'aller très loin en dessous de 5%. Donc tout ça fait que les marchés se portent bien. Alors, le marché américain se porte beaucoup mieux que les marchés en Europe, qui, eux, sont tirés un peu vers le bas par des problèmes, il y a des élections qui viennent, etc. Voilà. Est-ce que le risque politique est surestimé sur les actions françaises, qui vont moins bien que les Allemandes, par exemple, qui elles-mêmes vont beaucoup moins bien que les Américaines?
Alors, le risque politique en France, c'est compliqué en ce moment. Oui, ça, chaque jour, on regarde l'heure à laquelle on parle. Moi, si vous voulez, je crois que le risque de sortie de l'euro, qui est la bombe atomique, en fait, supposerait l'élection de Marine Le Pen. C'est clairement pas... Oui, et d'une majorité la soutenant, etc. Une majorité sur ce sujet-là, parce qu'il faudrait le voter. Oui. Mais, même si elle faisait un référendum, je ne suis pas sûr qu'on veuille sortir de l'euro. Oui. Sortir de l'Europe, peut-être que le référendum serait plus difficile, mais sortir de l'euro, je ne pense pas. Donc, alors, par contre, je posais la question à un boursier ce matin, j'ai dit, mais pourquoi est-ce que les étrangers, les anglo-saxons, craignent pour les élections ? Là, il dit, une des choses qu'ils craignent, c'est si jamais il y a un accord qui se fait entre Mélenchon et le candidat socialiste. Oui. Et à ce moment-là, Le Pen, Hamon, on ne sait pas où on va, parce que c'est deux candidats de rupture. C'est deux candidats de rupture, et on est dans la rupture. Oui. Et donc, c'est ça qu'ils craignent. C'est ça qu'on price. Alors, est-ce qu'il faut jouer cette décote qui est appliquée aux actions françaises, voire aux allemandes, parce que si l'euro explose, tout le monde y va. Alors, moi j'ai regardé deux choses. D'abord, est-ce que c'est cher de couvrir le risque ? Parce qu'il y a toujours un risque, je veux dire. Oui. Monsieur Hamon et monsieur Mélenchon peuvent tout d'un coup se mettre d'accord, on ne sait jamais. Hein, bon. Alors, si on veut se couvrir, c'est cher, il faut le savoir. Si on veut acheter des options de vente pour se couvrir au niveau actuel du marché action, ça coûte un peu plus de 6%. C'est cher, oui. Donc c'est une prime d'assurance, 6%. Si vous voulez payer un peu moins, ça c'est pour septembre. Si vous voulez payer un petit peu moins, vous dites, je m'assure à 10% en dessous du niveau actuel. Ça va vous coûter quand même 2,5%. Ce qui fait que vous perdez 12,5% avant de discuter, oui. Avant de commencer à gagner un peu d'argent. Donc c'est bien pricé quand même. C'est cher. Oui. Donc, moi, je fais partie de ceux qui pensent que les extrémistes ne vont pas gagner. Donc, au contraire, je pense que c'est plutôt une opportunité de rentrer sur le marché, puisqu'il est maintenu vers le bas par ce risque. Alors, juste un mot. On a dit un mot de la hausse des taux de la fédérale, mais il y a une hausse des taux des marchés obligataires. Est-ce que ça pèse durablement pour vous sur les multiples d'évaluation, ou est-ce que finalement, en restant en dessous de 1%, par exemple, sur l'OAT de 10 ans française, c'est pas très grave ? Alors, ce qui est très intéressant, c'est que les études qui ont été faites sur le long terme, sur toutes les tranches de périodes dans le temps où les taux ont monté, est-ce que les marchés ont baissé ou est-ce qu'ils ont monté ? Les deux cas de figure se présentent. Et c'est normal. Pourquoi ? Ce qui se passe en ce moment, c'est une hausse des taux liée à une activité économique plus forte et un risque de déflation qui commence à disparaître. Donc c'est positif ça pour les marchés. Une bonne hausse des taux. Par contre, si la hausse des taux était motivée par la nécessité pour les banques centrales de refroidir l'économie parce que l'inflation serait en train de partir à volo, ça c'est mauvais pour les marchés. Mais ce n'est pas le cas. Donc ça aujourd'hui. Ça vous inquiète pas. Donc ça ne m'inquiète pas. On n'est pas encore sur un emballement de l'inflation. Bien. Oui, on n'y est pas. L'inflation de base est toujours en dessous de 1%. Oui, c'est pas beaucoup. Donc on va passer maintenant à la stratégie. Alors Christian, aujourd'hui, il faut alléger, il faut renforcer, il faut vendre. Est-ce qu'il y a une rotation sectorielle encore à jouer ? Voilà, finalement, c'est ça la gestion de votre portefeuille. Oui. Moi, je crois que c'est ce qu'on vient de dire. Je crois que c'est une opportunité en ce moment de se renforcer, parce que les risques politiques tels qu'ils sont mesurés me semblent exagérés. Oui, parce qu'ils sont mesurés de l'extérieur, par des Anglais, par oui, des Américains. Et le candidat qui semble être le favori aujourd'hui n'est pas quelqu'un qui fera sortir la France de la zone euro. Non, plutôt le contraire. C'est plutôt le contraire. Donc, je veux dire, bon, alors, donc c'est plutôt une occasion. Alors, qu'est-ce qu'il faut acheter ? Voilà, c'est ça, le secteur. Alors, ça, c'est une question qu'on se pose tous les jours. Bah oui, c'est alors, le sujet. Voilà, si je fais mon shopping, d'abord, reprenons quels sont les éléments sur lesquels on peut s'accrocher. On peut s'accrocher, à mon avis, au dollar, puisque la hausse des taux de la Fed semble être dans l'avenir. Donc le dollar devrait, la divergence entre les politiques
monétaire entre l'Europe et les États-Unis est telle que ça va jouer. Donc, moi, je crois qu'il faut acheter des valeurs qui bénéficient de la hausse du dollar. Qu'est-ce qui bénéficie le plus de la hausse du dollar? C'est le luxe. Puisque 100% est fabriqué en Europe, en euros, entre la France et l'Italie, si je schématise beaucoup. Rien n'est fabriqué localement. Oui, et une grosse partie de nos exportations sont soit en dollars, soit en monnaie liée au dollar. Donc là, vous avez un boulevard, là, à mon avis. Deuxièmement, vous avez une croissance économique qui reprend. Il faut acheter des valeurs cycliques. Alors, parmi les valeurs cycliques, je distinguerais deux catégories. Une première, c'est les banques. Alors, les banques, ça avait beaucoup monté dans les dernières semaines de l'année dernière, donc ça a un peu reflué depuis le début de l'année. Voilà, oui, alors ça va beaucoup mieux ce matin. Oui. Et pourquoi? Les banques, c'est très intéressant, suit en fait l'évolution de la courbe des taux. La courbe des taux, c'est-à-dire la différence entre les emprunts à 10 ans et les emprunts à 2 ans. Oui, c'est la marge dite de transformation des banques. Voilà, c'est la marge traditionnelle de transformation d'une banque. Cette courbe qui était très plate, a eu tendance à s'écarter de plus en plus. Le grand mouvement a été fait en fin d'année, ce qui explique à mon sens la hausse des banques, et il est encore en cours. Deuxièmement, en période d'amélioration de l'économie, les banques ont moins besoin de provisionner des mauvais crédits, puisqu'il y en a moins, et donc oui, ça joue aussi dans l'autre sens. Ça joue dans l'autre sens. Donc les deux facteurs sont oui. Très bons. Bon, il y a des facteurs qui pèsent sur les banques, notamment tous les problèmes les problèmes des banques allemandes et italiennes, les bilans des banques italiennes et allemandes. Voilà, mais là, si on parle des banques françaises, je ne pense pas acheter. Et puis enfin, alors les valeurs cycliques, je dirais, dans l'industrie. Alors, les valeurs cycliques dans l'industrie, c'est quoi? C'est l'automobile, c'est l'acier, c'est la construction. Donc, je crois qu'il faut acheter Renault fait un parcours formidable. Oui. C'est quand même maintenant presque le premier constructeur mondial, c'est extraordinaire. Oui. Vous pouvez acheter du Saint-Gobain, la construction reprend en Europe, etc. Vous pouvez acheter du Lafarge, il va falloir qu'on construise. Et n'oubliez pas que Lafarge fait plus du quart de son chiffre d'affaires aux États-Unis. Oui, donc et pas mal au Canada, si on construit des grands murs, et voilà. ou si on construit des ponts et des routes, ils vont pouvoir en profiter. Bien. Alors, rapidement, les valeurs refuges, c'est quelque chose qu'il faut regarder. L'or, le yen, le Bund allemand, des choses qui rapportent peu ou rien du tout. J'ai un peu le même réflexe que sur les options de vente. Se protéger, ça coûte cher. L'assurance est trop chère. Ouais. Vous savez que les taux à 2 ans en Allemagne sont presque au niveau des taux en Suisse à moins 1%. Par contre, le coût, ça veut dire que vous prêtez de l'argent à l'Allemagne, ça vous coûte 1% chaque année. Oui, au bout de 2 ans, ça vous a coûté 2%. C'est pas l'Allemagne paiera, c'est vous qui payez. Oui. C'est vous qui payez. Le yen, j'avoue que j'ai abandonné depuis très très longtemps à comprendre quelque chose au Japon. Oui, voilà. Quant à l'or, c'est un peu la même chose. J'ai beaucoup de mal à comprendre. L'or, par contre, je serais prudent. On m'a toujours dit que l'or variait selon l'amplitude de l'évolution des taux réels. Si les taux montent, c'est pas bon pour l'or. Surtout si l'inflation n'est pas booming. Alors, Christian, un mot des obligations. Vous avez un fonds que vous appelez patrimoine, je crois, et vous avez des obligations dedans. Comment est-ce qu'on peut capter du rendement dans ces marchés de taux qui sont quand même des taux à la hausse où c'est pas facile de jouer? Vous êtes condamné quelque part, d'abord à avoir des obligations qui ne sont pas trop longues. Oui. Pour ne pas souffrir de la hausse des taux. Et deuxièmement, vous êtes condamné à avoir des obligations qui ne sont pas de première signature, parce que c'est les seules où il y a encore un petit peu de marge. Oui, je citais l'exemple de l'Allemagne. L'État français à 10 ans, c'est moins de 1%. Maintenant, les revenus sont 1%. Oui. Ça vous donne une idée. Et on est dans une situation qu'on décrit d'ailleurs depuis quelques années, où les dividendes des sociétés rapportent plus que les obligations qu'elles émettent. Donc entre les deux... Sur les taux, c'est des crédits plutôt de qualité moyenne, mais sur des durées courtes, ce qui évidemment limite le risque aussi. Mais avec les achats de la Banque centrale, qui
d'ailleurs maintenant porte sur des obligations de plus en plus courtes. C'est vraiment difficile de trouver des papiers qui rapportent un peu, mais on en trouve encore, mais c'est Dans votre fonds difficile. patrimoine, vous avez quel pourcentage justement d'obligations? On en a à peu près 25%. Et donc vous avez beaucoup réduit par rapport Ouais. à votre historique. On a beaucoup réduit. Et puis, alors, dans le domaine des obligations, bon, enfin, c'est un petit peu à part, on aime bien les convertibles en Oui, ce moment. donc oui, ça joue. Puisque les convertibles vont bénéficier de la reprise des marchés actions. Alors nous allons passer au conseil. Alors Christian Ginolac, le patron de Gaspal Gestion, est avec moi. D'abord, si vous aviez un ou deux concepts à suivre. Alors, je vais vous en donner deux. Oui. Hein, donc, Oui. dont nous venons d'ailleurs de donner les contours. Donc, les valeurs liées au dollar, les valeurs cycliques, et peut-être une troisième catégorie, alors si vous me permettez, qui sont les sociétés qui font de la croissance externe en bénéficiant de taux très bas et qui réussissent cette croissance externe. Alors, je vais vous citer quelques exemples de sociétés qui récemment ont fait des opérations de croissance externe qui sont très importantes pour elles et qui ont été très bien reçues par la bourse. Ce qui est souvent le cas inverse. Ce n'est pas toujours le cas. Des gens comme Ruby, comme Amundi, comme SPI, comme la FNAC, comme Elis, ils ont... Comme Essilor. Comme Essilor, oui. Alors, c'est pas encore fini. C'est pas encore fini. Et puis Essilor, c'est par échange de titres. Oui. Donc, il n'y a pas d'endettement. Alors que là, c'était des achats... Ceux qui prennent le levier de la dette voilà, et qui exactement. savent amener à leur propre marge des cibles. Voilà, exactement. Donc ça, c'est un... Alors, les concepts... Donc les cycliques, on a dit un mot, à la fois les banques et les industriels, et le dollar, l'archétype c'est le luxe. Et puis il y a un dernier secteur qui est intéressant, et on va le relier avec les propos que nous avons tenus tout à l'heure sur Trump. Trump va augmenter fortement le budget de la défense. Oui. Je ne pense pas que les sociétés européennes vont beaucoup bénéficier de ce budget, parce que ça se passera à l'intérieur des États-Unis. Mais est-ce que par hasard, ça n'entraînerait pas certains autres pays ou régions à augmenter leur budget? Et est-ce que nous n'aurions pas une certaine part? Et prenez une affaire comme nos équipementiers ou nos avionneurs. Safran, Thales, Dassault. Thales, Dassault, ce sont nos deux grands. Et là, je crois qu'ils ont du beau travail devant eux. C'est bien. Si on doit les secteurs concepts à éviter, ou les valeurs d'ailleurs. Alors, éviter, c'est toujours un petit peu malheureusement la même chose. Je crois que c'était un peu tôt pour se remettre sur les parapétrolières. Donc les valeurs avec CGG Veritas, alors là, il faut vraiment qu'on attende la restructuration de la dette. Et puis, les valeurs foncières. Parce que les valeurs foncières, c'est quoi? C'est un loyer actualisé à un taux d'intérêt. Si les taux d'intérêt montent, ça baisse. Et que les loyers, eux, augmentent à un rythme de l'inflation qui est faible, eh bien... Alors d'ailleurs, ça se voit, c'est parmi les secteurs qui ont le plus baissé en bourse depuis 3 mois. Oui, Gessina, moins 8%, je vois ça, Mercialis, moins 11%, etc. Ouais. Les valeurs immobilières sont souvent reliées aux valeurs de concession. Est-ce que vous avez la même prudence vis-à-vis des valeurs de concession? En gros, c'est la même problématique. Ce sont des contrats à long terme qui sont indexés sur une inflation qui certes remonte, mais faiblement, et qu'on actualise à des taux d'intérêt qui sont plus élevés. Donc la même chose sur les Veolia, ces environnements. Alors, Veolia a tellement baissé qu'il y a un moment où il faudra peut-être s'y intéresser. Parce qu'il y a quand même une partie cyclique dans ces sociétés-là, notamment le traitement des déchets, qui peut être intéressante. Donc je ne mettrai pas... Suez me semble moins bien parti que Veolia dans ce domaine. Alors, juste, et pour finir, du concret, du super concret même, s'il y avait qu'un achat, ça serait quoi? Alors, c'est difficile de choisir parmi tout ce qu'on a cité. On aime bien le groupe Accor, Le groupe Accor, qui, comme vous le savez, est un des acteurs maintenant mondiaux dans l'hôtellerie. Je dirais que si on va très vite, il y a 2 facteurs qui semblent très favorables. Premièrement, le tour de table n'est pas stabilisé. On a un Chinois qui est un peu plus de 12%. Il mord un peu. Oui. On a quelques capitaux du Moyen-Orient qui ont 15-16%.
qui viennent du rachat de Raffles, vous vous souvenez, et donc un tour de table qui pourrait être amené. Mais surtout, ce qui va se passer en 2017, ça va être la cession des murs d'hôtels. Oui, donc ça devient une pure société de service. Voilà, ça reviendra à une pure société de service. Pour vous donner quelques idées, moi ça m'a frappé, le chiffre d'affaires d'Accor, qui aujourd'hui est de 5,6 milliards, va passer à 2 milliards d'euros. Et ça ne sera plus la même société. La même société. Sa marge opérationnelle, qui aujourd'hui est de 12,4%, va passer à 18%. C'est normal, le foncier a une marge beaucoup moins grande que l'opérationnel. Donc, devant nous, on a une transformation très importante de la société. Alors, ils ne vont pas vendre 100% d'Hôtel Invest, mais, à mon avis, ils vont en garder un petit peu en dessous de 50% pour déconsolider, et donc montrer des chiffres de marge qui vont être... C'est cohérent avec votre stratégie qui dit qu'il faut plutôt vendre l'immobilier. Donc vous prenez quelqu'un qui voilà, la suit. Exactement. Alors Christian, maintenant, et pour finir, le Joker. Ah, alors le Joker, ça va vous faire sûrement frémir. Solocal. Ah oui, ça fait frémir tous les gens qui ont eu du Solocal en bourse alors, c'est depuis la privatisation des pages jaunes. Voilà, c'est les pages jaunes. Donc, très mauvais. Qu'est-ce qui s'est passé? Les annuaires papier, plus personne n'en veut, et montée de l'Internet en parallèle. Mais l'un a été plus long qu'escompté, et l'autre a descendu plus fort. Nous sommes aujourd'hui face à une société qui est beaucoup trop endettée depuis le rachat par KKR, alors que c'était une société qui avait une trésorerie pléthorique. Oui, là, c'est un bon exemple de ce que le private equity, les achats à effet de levier peuvent détruire. Peut ruiner une boîte. Peuvent ruiner une boîte, alors qu'elle avait tous les moyens. Deuxièmement, on est arrivé au point où cette dette n'est plus tenable, donc une augmentation de capital et une restructuration de la dette ont été lancées, donc dont les résultats vont être connus demain ou après-demain. On va se retrouver, alors c'est toujours difficile d'imaginer un mauvais dossier qui devient un dossier qui... Oui, mais du coup, il y a du levier. Quand un mauvais dossier devient bon, il y a un peu de potentiel. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que nous aimons bien ce dossier? Parce que le cash flow de la société est toujours positif. La société gagne de l'argent. D'un côté, elle avait beaucoup trop de dettes, mais elle a toujours gagné de l'argent. Et elle va en gagner plus, ne serait-ce que parce que, comme l'endettement va baisser, il y aura moins d'intérêt à payer. Mécanique. Donc, mécaniquement, les résultats vont augmenter et on a fait des petits calculs. Voilà. Et si on suppose la dilution maximum, c'est-à-dire que si on supposait que les actionnaires actuels n'aient pas suivi l'augmentation de capital, on se retrouvait avec une société qui aurait un multiple de bénéfices de l'ordre de 9. Si au contraire les actionnaires suivent, on va se retrouver avec un multiple de bénéfices de l'ordre de 7,5. Donc vous voyez la plage. Oui. Donc mettons qu'on soit 8 fois les bénéfices. 8 fois les bénéfices pour une société 100% maintenant quasiment sur Internet. C'est pas cher. C'est pas très très cher. Alors bien sûr, il y a Google qui est le grand méchant concurrent, mais globalement, ils arrivent à s'en sortir, ils gagnent de l'argent et leurs estimations sont ce qu'elles valent, mais dans le prospectus, ils ont quand même des prévisions d'augmentation du chiffre d'affaires qui ne sont pas négligeables. On est de l'ordre de 300%. Alors le coup, on le joue pour gagner combien? Alors, si vous vous dites qu'une société comme ça peut valoir 10-12 fois les résultats... C'est 50%. Voilà, c'est 50%. Alors je ne dis pas que ça soit pour demain ni pour après-demain, mais c'est une situation en tout cas qui peut être intéressante. Christian Gignac, merci beaucoup. On refera le point sur l'ensemble de ces conseils, et notamment sur le local. Sur ce local. À bientôt. Merci.